Bonjour à tous et bienvenue sur Esprit Sérendipité, le podcast dédié au développement personnel, spirituel et à l'ésotérisme en général. Aujourd'hui, je vous retrouve en compagnie d'une invitée. En quoi l'art peut être une forme de thérapie, favoriser une meilleure connaissance de soi et participer à notre développement personnel? C'est ce que nous allons voir dans ce 48e épisode. Bienvenue dans ce 48e épisode, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui. Donc comme je le disais, en compagnie d'une invitée. Et comme vous l'avez vu sur le titre de l'épisode, on va parler d'art. Alors, je vais déjà accueillir Fanny. Bonjour Fanny. Bonjour Patricia. Merci beaucoup d'être présente aujourd'hui pour enregistrer cet épisode avec moi. Merci à toi de m'inviter pour cet épisode dédié à l'art et autres créations. Un sujet qui te passionne beaucoup. Exactement, hein. oui. C'est un honneur d'être ici aujourd'hui. Oh, c'est gentil. Je te remercie. Merci. Mais du coup, pour commencer, est-ce que ça te tente de te présenter, te dire en quelques mots, voilà ce que tu fais dans la vie et peut-être que voilà, on enchaînera un petit peu sur le pourquoi on va parler d'art dans une chaîne de développement personnel en fait. Tout à fait. Alors, je m'appelle Fanny, j'ai 30 ans. Je travaille dans une bibliothèque dédiée aux personnes ayant un handicap de lecture, que ce soit une déficience visuelle ou un problème de dyslexie, un handicap moteur, voilà. Et à côté de ça, j'ai une âme plutôt créative. Je concilie un petit peu ces deux thèmes, ces deux domaines dans ma vie. D'accord, de toute façon, on va en parler un peu plus en détail. Tu vas expliquer un petit peu ton parcours et ton rapport avec l'art. Ça va être très intéressant. Du coup, voilà, on va expliquer un petit peu pourquoi est-ce qu'on va parler d'art sur cet épisode. Je commencerai par dire, donc, cette idée, en fait, elle est venue un petit peu aussi grâce à toi parce que, on cherchait un petit peu une idée d'épisode à faire toutes les deux parce que, voilà, on aime bien aussi un petit peu, développement personnel, la philosophie, tout ça, on aime bien toutes les deux. Puis on s'était dit, voilà, qu'on allait trouver un sujet pour faire, quelque chose ensemble. Et l'art t'est venu assez rapidement, en fait, parce que c'est quelque chose qui te parle beaucoup. Et donc on s'est dit qu'on allait aborder ça, mais sous forme de, en fait, qu'est-ce que l'art peut apporter au développement d'une personne. Exactement. Oui. À son développement personnel, comment il peut être une forme de thérapie. En quoi ça peut être un prolongement de notre être, et la possibilité de s'exprimer, d'être plus mature, enfin plein de choses comme ça. Oui. Ah, c'est super intéressant, je trouve, comme thème et comme rapprochement en fait entre les deux. Et puis il y a plusieurs formes d'art, donc peut-être qu'on peut dire un peu le genre d'art qu'on va aborder aujourd'hui. Oui, tout à fait. C'est vrai que moi je suis particulièrement touchée par plutôt l'art visuel, comme le dessin, la peinture. Je m'exprime aussi par ces moyens-là, donc j'aime autant voir, être touchée par d'autres œuvres que d'en créer moi-même. Il y a également la danse qui fait partie un peu de mon univers, où j'exprime d'autres choses que par le dessin. Ça me permet de sortir d'autres émotions par la danse, exactement. Après, il y a aussi l'écriture, qui est une autre forme encore d'expression artistique, qui exprime d'autres choses. Donc on peut exprimer des choses par le mouvement, par l'image, par les sons, par énormément de choses en fait. Toi, c'est plus musical ou... Moi, c'est vrai que l'art, j'adore ça. Je veux dire, la peinture, j'aime beaucoup. Mais c'est vrai que c'est un univers qui me touche un petit peu moins que, par exemple, l'univers de la musique. Personnellement, j'adore les compositeurs de musique de film. Je trouve que ça fait passer tellement d'émotions. Une simple musique peut vraiment te faire te sentir vraiment soit en colère, soit très nostalgique. Tu peux ressentir de la peur. Enfin, vraiment, il y a toute une palette d'émotions que tu peux faire passer au travers de la musique. Donc ça, c'est quelque chose qui me touche personnellement. Après, c'est vrai que la lecture, en général, tout genre littéraire me touche. Et puis je dirais qu'après, je pratique pas vraiment la danse ni rien. Mais voilà, je suis quand même sensible à une chorégraphie, par exemple style moderne. Je trouve que c'est très... là aussi, tu peux faire passer énormément d'émotions. Et sinon, la sculpture aussi me parle beaucoup.
Et c'est vrai qu'il y a tellement de formes d'art, c'est tellement varié, tellement riche, tellement... voilà, c'est tout un univers, des univers même, j'ai envie de dire. Et puis, c'est vrai, il y a la photo, la sculpture, le dessin, le théâtre, c'est tellement riche, en fait, tout ce que l'humain peut créer et peut partager au niveau de ses émotions, de la création, de l'esthétisme, qu'on ne peut pas être tous et toutes touchés par la même forme d'art. Mais on va pouvoir, si on s'y intéresse, trouver la forme ou les formes qui vont particulièrement nous toucher. Voilà, qui vont nous parler. Voilà, peut-être à chaque art, c'est répondant si on veut. Oui, oui. Ouais. C'est comme on parlait tout à l'heure avant d'enregistrer le podcast, que par exemple le théâtre, moi ça ne me touche pas. J'aime bien voir les pièces de théâtre, mais c'est vrai que c'est pas quelque chose qui va forcément... Qui va particulièrement parler ou résonner en toi d'une certaine manière. Tout à fait. Donc comme tu disais, que chacun trouve un peu sa forme d'art préférée, la photographie, la peinture, la musique. Je pense qu'on peut parler un peu des effets que ça nous fait, par exemple toi pour la peinture, peut-être quand tu vas dans un musée puis que tu regardes les peintures, quel est le ressenti que tu as quand tu fais de la danse. Oui, c'est vrai, ça c'est très intéressant à observer justement. Oui, il y a le moment où on est spectateur et le moment où on est créateur. C'est pas forcément les mêmes émotions tout le temps non plus. Même on peut avoir diverses émotions devant diverses œuvres, ça va. Heureusement d'ailleurs. Oui. Hein. C'est vrai que parfois ça peut créer des vibrations ou des larmes qui sortent et on comprend pas très bien en fait ce qui se passe. Et puis il faut juste accepter de ressentir ça à ce moment-là devant une peinture qui a priori n'a pas forcément intellectuellement quelque chose de fou à regarder. Mais il y a peut-être un mouvement dans cette peinture, une couleur ou un sourire qui va nous toucher et puis qui va peut-être résonner avec ce qu'on a vécu, ce qu'on est en train de vivre ou ce qu'on est, qui on est. Voilà, des choses aussi un peu inexplicables. D'un coup, on a les larmes qui montent ou au contraire, on se marre parce que il y a une émotion de joie qui sort aussi. Et puis quand on crée, c'est peut-être plus intérieur ou c'est peut-être plus un peu de cultiver le jardin qu'on a au fond de soi, dans le sens où par exemple, moi, quand je me mets à dessiner, c'est par moments presque comme une méditation. Il n'y a pas de pensées parasites, en fait, qui viennent entraver l'acte, mais je suis vraiment dans ce que je fais. Et ça m'aide beaucoup à m'ancrer, parce que je suis une personne très... un peu dans mes pensées, dans les nuages. Et puis quand je fais quelque chose de concret comme ça, quand je suis dans la matière, je suis concentrée. Et puis je pense à ce que je fais, je vis ce que je fais. Et puis du coup, je me sens mieux en fait. Et puis il n'y a pas toutes les pensées qui peuvent arriver à d'autres moments qui nous parasitent un peu, disons. Qui nous angoissent ou voilà. C'est vrai que quand je peins aussi, je fais... la dernière fois, on l'avait dessiné toutes les deux, on avait peint toutes les deux et c'est vrai que c'est tellement apaisant et puis notre esprit, on est vraiment happé par ce qu'on fait, par les couleurs et on est détendu. Oui, c'est ça. Pour moi, c'est un peu une bulle de douceur en fait. Oui, je me mets un peu dans mon monde et puis des fois, j'ai l'impression un peu que ça peut réparer un peu les réalités qu'on vit. Puis en même temps, ce que j'ai aussi pu un peu te dire, c'est que c'est bien que l'art répare le réel, mais c'est encore mieux si il fait partie intégrante de notre réalité, disons, à chacun, chacune. Et pour la danse, c'est un peu différent. Bon, je fais du flamenco, je fais des cours de flamenco, d'une manière tout à fait amateur. Mais quand je suis à la maison, je dis pas je fais du flamenco ou je fais du jazz ou peu importe. Je danse point barre et puis je suis plus dans l'improvisation et donc c'est peut-être plus sincère aussi avec ce que je peux ressentir. Et il y a des moments où dans mes mouvements je suis beaucoup plus en colère que quand on me voit comme ça dans la rue tous les jours où j'ai des choses beaucoup plus vives, beaucoup plus fortes et puis je sens dans mon ventre, dans mon corps qu'il y a plein de choses qui se passent et puis qui qui s'expriment. C'est vrai que de toute façon, l'énergie a besoin de s'exprimer par le mouvement. C'est rester trop statique, c'est déjà pas bien. Donc c'est pour ça que ils disent faire du sport ou marcher parce qu'il faut faire bouger tout ça et du coup la danse c'est clairement c'est vraiment un bon moyen de faire ressortir cette énergie et de prendre conscience de son corps aussi du tout quoi. Et comme tu dis après tu te rends compte un peu de ce que tu avais à l'intérieur de toi selon si tes mouvements sont plus forts, plus violents ou plus doux et au final t'es
t'es créatrice au final, mais en même temps t'es spectatrice, tu vois ce que je veux dire? Parce que on se regarde faire un peu, ouais, mais bah oui, ou tu dans le bon sens du terme. Exactement, t'es presque un petit peu surprise des fois parce que t'es en train de... Ouais, c'est la même chose quand je dessine, par exemple, des fois ça peut être hyper beau et des fois ça peut être vraiment pas beau du tout et quand c'est très beau je me surprends, je me dis ah waouh c'est je m'attendais pas à ça. Faire ça moi. Exactement. J'ai ça en moi, voilà. Oui, donc c'est pour ça, c'est toute une surprise, enfin, c'est ça aussi c'est un peu une surprise, je trouve. Et on se découvre. Voilà. Ouais, tu te découvres grâce et à travers l'art que tu fais. C'est un peu magique, quoi. Est-ce que ça te dit, à moins que tu aies quelque chose à rajouter par rapport à ça, de parler de ton parcours? Parce que tu fais plein de choses, tu t'écris, tu danses. Comment est-ce que tu es arrivée dans cet univers un petit peu de l'art? Oui, je peux expliquer un petit peu mon parcours avec des gros guillemets, tout à fait modestement. Très modestement, mais alors franchement, t'as plein de capacités là-dedans, vraiment. Après, je ne vais pas faire ma biographie, mais je vais vous expliquer un petit peu la chose. Eh bien, disons que c'est vrai que déjà dans l'enfance, j'ai été encouragée à m'exprimer de cette manière-là, surtout par ma maman qui a mis en avant un peu ce talent, cette façon de s'amuser aussi à la maison, pas seulement avec la télévision ou avec, je sais pas, des jeux vidéo, mais on créait beaucoup, on dessinait énormément, on faisait aussi de la pâte à modeler, donc voilà, notre créativité pouvait s'exprimer à la maison, donc ça je trouvais déjà super important. Et ce qui est drôle avec le recul, pendant que je préparais un petit peu ce podcast, je me suis rendu compte de quelque chose, c'est que quand j'étais enfant, j'étais quand même une personne assez réservée, assez rigolote, mais beaucoup aussi dans la réserve. Ouais. Et je pense que le dessin, ça m'a permis d'aller plus loin que ça, et puis de me faire entendre d'une autre manière et qu'on soit un peu attentif à ce que je fais, à ce que je suis. Et je me suis aussi rendu compte que les dessins que je représentais, c'était beaucoup des animaux, comme la plupart, souvent, des enfants aiment les animaux et on va souvent dessiner des animaux dans notre enfance. Mais c'était des animaux qui représentaient vraiment de la puissance, de la force. J'adorais faire l'aigle royal, alors je dessinais sous toutes ses coutures, comme je pouvais à l'époque. Le tigre, enfin vraiment des animaux très forts. Et puis, je sais pas trop pourquoi, mais enfin voilà, c'était vraiment des thématiques que j'aimais bien quand j'étais enfant. Et puis bon, après voilà, bien sûr, ça s'est diversifié, ça s'est développé. J'ai suivi un 2 cours facultatifs quand j'étais au cycle d'orientation, j'avais environ 14 ans, il y avait des cours qui étaient proposés sur l'heure de midi, donc ça m'a aussi permis d'en faire plus, et puis de me confronter aussi aux autres, et puis de partager cette passion, et puis d'apprendre des nouvelles techniques. Donc c'était vraiment génial. Puis à l'adolescence aussi, ça aide beaucoup de pouvoir se développer et puis se faire une petite communauté aussi autour des choses qu'on aime. Et par la suite, c'est naturellement qu'au gymnase, collège, lycée, ça dépend tout de l'appellation que vous avez, mais que j'ai suivi l'option spécifique art visuel, où alors là mon univers s'est vraiment ouvert, où j'ai découvert la photo argentique, la sculpture, la peinture à l'huile, plein de choses, plein de médiums que j'avais jamais utilisés auparavant, et puis ça m'a ouvert l'esprit, et surtout le dialogue avec les professeurs, le dialogue avec les camarades, et puis je me construisais petit à petit aussi de cette manière. Et il y a eu aussi un grand événement quand j'avais 23 ans il me semble, par là autour, où j'ai eu l'immense chance d'exposer pour la première fois mes œuvres. Alors là où c'est beau. Ça, mais ça fait peur quoi. Oui, parce que tout le monde va voir ce que tu fais. Donc c'est une grande opportunité. En plus, quand tu es jeune, tu penses pas forcément à exposer tout de suite. Bien et puis sûr. là, on te donne cette chance-là, donc tu dis allez, on fonce et puis on verra bien ce qui se passe. D'un côté, c'est des risques à prendre parce que tu permets aux autres tu te dévoiles en fait devant eux, tu te mets un peu à nu d'une certaine manière, en tout cas une partie de ton être, et puis en même temps permet d'être vulnérable par rapport à tous ces regards, mais aussi c'est une grande ouverture vers les autres, ça permet les connexions, des partages, et puis de voir aussi l'œuvre en tant que telle, si elle reste enfermée, je trouve, chez toi, elle n'a pas vraiment de sens. Enfin, elle a du sens pour toi, bien sûr, mais si tu veux aller plus loin, je trouve que
c'est quand même important de partager. Et puis l'œuvre, elle n'a pas une vie, pour moi, finie dès que tu l'as peinte ou dès que tu l'as mise en musique ou que sais-je. Du moment que tu la partages, elle va vivre d'autres vies pour moi. Ouais, parce qu'elle va vivre dans la tête des autres gens d'une façon peut-être différente de la tienne. Exactement. C'est vrai que du coup, c'est bien un peu de confronter ta vision de ta propre, ta propre peinture, ton propre dessin, avec une personne extérieure. Exactement, ouais, avec sa sensibilité, son regard. Et puis ça, je trouve vraiment enrichissant quand il y a une personne ou une autre qui est devant ce que tu as fait, puis qui dit « Ah, je ressens ceci, cela ». Puis ça peut résonner ou pas avec ce que tu as voulu faire, mais en même temps, si c'est pas le cas, c'est pas grave. C'est même mieux peut-être, parce que tu dis « Ah, tiens, j'ai pas vu ça », ou « Oui, ça peut aussi exprimer cela », ou « Ah, ça me touche que toi, tu ressentes ceci devant cette œuvre », parce que voilà, ça permet beaucoup en fait, de communication sans forcément faire des longs discours, et qui est chouette, je trouve, dans cette expérience. Et puis maintenant, je continue un peu à côté de mon travail de créer des petites choses, j'ai des petits projets en tête, et puis voilà. Super, c'est cool. Ouais, c'est vraiment courageux de ta part d'avoir osé te lancer justement dans une exposition quand tu étais aussi jeune, on va dire. Enfin, au final, c'est... Tu vois, c'est quelque chose qu'il n'y a pas... Enfin, je pense que moi, je n'aurais pas osé. On m'a aussi un peu poussée, tu vois. Ouais, mais c'est bien, parce que c'est vrai que des fois, il faut qu'on soit un petit peu poussé, parce qu'on n'a pas... Souvent, on n'a pas confiance en nous. Oui, et puis au final... On se dit, pour qui je me prends, de montrer ce que je fais, mais alors pas du tout. Et là-dessus, je vais rebondir sur quelque chose qui me semble important. C'est-à-dire que pour moi, je pense pour toi aussi, l'art n'est pas réservé à une certaine élite. Que ça, une élite de spectateurs ou une élite d'artistes sortis des écoles les plus prestigieuses et ceci, cela. Enfin... Je pense exactement, en fait, quand on discutait là, j'ai eu en tête cette pensée de me dire, mais en fait, l'art peut faire peur parce que y a peut-être des gens qui se disent, voilà, je n'y connais rien et je connais pas le nom de ce peintre ou de ce mouvement. Ouais, je sais pas ce que c'est le romantisme, ou je sais pas ce que c'est... Voilà. Et c'est pas... En fait, c'est pas grave, parce qu'au final, on n'a pas besoin de s'y connaître en peinture pour aller voir un musée d'art, et puis c'est pas grave si tu connais rien. Le but, c'est de regarder, c'est de voir les couleurs, d'essayer de ressentir ce que l'artiste a voulu faire passer. Et petit à petit, si ça t'intéresse, d'aller plus loin. Et si ça t'intéresse pas, il y a peut-être une autre forme d'art qui t'intéressera. C'est ça, ouais. C'est vrai que c'est pas honteux, parce que c'est vrai que ça dépend avec quelle personne tu parles. Certaines peuvent te faire un petit peu penser ou sentir que je me sens un peu bête parce que je savais pas que ce peintre autant connu faisait ce genre de peinture. Mais après voilà, on n'a pas à se sentir comme ça, et on ne devrait pas faire sentir cela aux autres, disons. Oui. Je trouve que si vraiment on a envie de partager ce qu'on aime, on doit en parler d'une manière bienveillante. Et puis c'est dans la transmission bienveillante que les regards s'ouvrent et puis l'esprit s'ouvre aussi. Et c'est dommage en fait que certaines personnes réservent un petit peu ce domaine-là pour eux, disons, pour une certaine classe de la société. Et bien sûr, maintenant ça s'ouvre de plus en plus par rapport à l'époque. Donc c'est très bien. Et on fait parler de plus en plus d'artistes, des jeunes aussi, des femmes notamment. Par rapport à l'art comme quelque chose qui n'est pas réservé justement à l'élite, mais au contraire qui s'ouvre à tout le monde en fait, et qui est peut-être même une nécessité, un besoin pour certaines personnes. Moi là je pense un peu au musée de l'art brut à Lausanne, je ne sais pas si tu connais un petit peu. Oui, je crois que j'y suis allée une fois, ouais. Où justement les artistes qui sont présentés, enfin l'art brut, pour en donner une définition, c'est très vaste, mais en gros, c'est vraiment des artistes qui sont déjà autodidactes, donc qui n'ont pas fait d'école pour devenir peintre ou que sais-je, qui sont en général marginalisés quand même, soit qui ont des problèmes peut-être mentaux, qui sont dans des hôpitaux, ou alors qui ont des soucis, qui sont dans des prisons, ou qui vivent en fait des choses pas forcément évidentes, mais qui ont un réel besoin de faire sortir en fait tout ce qu'elles ont en elles, et puis elles utilisent pour ça pas forcément du papier en velin, truc, mais elles vont trouver un bout de carton, elles vont recycler des choses, et puis composer une œuvre, et puis en soi peut-être que ce sera pas beau dans la conception qu'on a du beau en général,
mais ce sera beau dans le sens où elle a pu sortir quelque chose de magnifique qui provient d'elle, de ses émotions. Et souvent, quand on va dans ce musée, mais on dit pas, ah oui, c'est joli, c'est là, oh purée, ça te choque en fait des moments. Et puis même des fois, t'es triste, ou des fois tu ressens toute la colère, ou les dysfonctionnements, ou les peurs, ou aussi les joies, hein, bien sûr, mais je trouve que c'est très fort. Ouais, c'est un bon moyen en effet de communiquer ce que tu n'arrives pas à mettre sous forme de mots, parce que soit c'est trop difficile, c'est trop dur, soit t'as un peu honte et du coup tu dis si je le fais sous forme d'art, peut-être que les gens vont mieux le prendre, parce qu'au final c'est un peu abstrait, ou peut-être qu'ils vont pas comprendre, mais moi j'aurais sorti ce que je voulais sortir, et c'est là où du coup on en vient à l'art sous forme de thérapie, enfin étant une thérapie au final, à quel point c'est important. Et que voilà, alors il y a les psychologues, il y a les hypnothérapeutes, il y a toutes sortes de thérapeutes, mais je pense que il y a tellement de formes d'art que... Il ne faudrait pas négliger cet aspect-là dans la guérison en fait, de la personne. Parce que la créativité, c'est vraiment... c'est une manière plus douce au final. Oui, plus douce, c'est peut-être aussi plus active, d'une certaine manière. T'es pas juste en train de raconter, voilà ce qui se passe, tes problèmes, et puis peut-être c'est ce genre de... des discussions qui font un peu peur aux gens, en fait. Et si elles passent par la musique, elles se mettent au piano, elles se mettent au chant, ou au dessin, et puis c'est leur façon de s'exprimer. Puis au final, elles se sentent mieux, elles se sentent plus légères. Oui, puis elles vont sublimer toutes les noirceurs, mettre ça d'une autre... Enfin, mettre ça en lumière, et puis, les transformer un peu. Transformer les mal-être, disons. C'est ça. On voit, des fois, je veux dire, tout ce qu'on peut faire passer par une photo, une simple photo de quelque chose qui peut sembler banal. En fait, ça représente, par exemple, totalement l'état d'esprit de la personne. T'as une photo en particulier, là, qui te vient en tête quand tu dis ça, ou pas forcément? Non, alors c'est juste que quand je suis allée au Sénégal... il y a maintenant 4 ans, on était accompagnés d'une photographe qui nous avait accompagnés pour prendre des photos en fait du voyage. Et puis c'est vrai que ça m'avait un peu touchée, parce que moi j'étais pas très familière avec la photographie, mais elle a pris vraiment des photos, pas que des paysages mais des personnes, parce qu'en fait elle aime beaucoup prendre l'expression des gens, et elle aime bien après faire des photos en noir et blanc. Et sans couleur, on pourrait se dire mais ça fait pas beaucoup passer d'émotions, mais en fait je crois que c'est encore pire, c'est en fait de voir les personnes vraiment des fois assez proches, de voir leurs rides, de voir leur sourire, ou de voir justement les plis de leur front. On se dit cette personne avait l'air assez contrariée ce jour-là, ou elle avait l'air un peu soucieuse, voir ce que ça fait passer aussi à travers le regard des gens. Enfin, en fait c'est à ça que ça me fait penser quand je pense un peu à la photographie. C'est vrai que les photos que j'avais vues, j'ai trouvé ça vraiment magnifique. Je pense qu'elle doit avoir un site web ou un Instagram. Je vais le mettre en barre de description. Je pense que si vous êtes sur YouTube, je vais aussi insérer des images de certaines photographies. D'ailleurs, on va insérer des images de certaines œuvres ou certains artistes dont on va parler un peu dans cet épisode, parce que c'est important comme ça aussi de souligner avec une image, ça parle beaucoup mieux. Et donc je vais insérer des images de ces photos-là pour que vous voyez un peu de quoi je veux parler. C'est vraiment magnifique. Donc je pense plutôt à ce genre de photos noir et blanc, un peu surtout des portraits. Surtout des portraits. Ou sous le grain de la photo, tu sens le grain de la peau et de l'âme, peut-être. C'est ça, même. C'est magnifique. Donc oui, et puis vu qu'on parlait avant de noirceur et d'exutoire un petit peu des souffrances, il me vient en tête une artiste très connue, Frida Kahlo. Je pense que vous connaissez tous, plus ou moins, disons. Enfin, vous en avez peut-être entendu parler, en tout cas. Après. Je pense qu'elle est bien connue, Oui, c'est une artiste qui a subi un très grave accident de route, qui s'est retrouvée paralysée dans son lit pendant très longtemps, qui était tout à fait immobilisée, et sa famille a eu la grande idée en fait de lui installer un miroir en dessus de son lit comme un plafond, où là elle s'est dit elle a commencé en fait à faire des autoportraits très saisissants et très impactants, franchement. Exactement, c'est rare qu'on regarde une de ses peintures et qu'on dise que ça nous indiffère, disons. Oui, voilà, c'est vraiment rare. Je vais mettre justement sur YouTube des images. Et je trouve que c'est une femme artiste qui représente tout à fait ce concept là de sublimer ses souffrances par un moyen plastique, artistique. Et puis sa vie est vraiment passionnante. Si ça vous intéresse, je peux vous conseiller une petite lecture. Donc c'est une biographie écrite par Raouda Jamis, qui
qui s'intitule tout simplement Frida Kahlo, aux éditions Babel. Donc on vous mettra... Oui, je mettrai en barre de description, voilà. Et puis je partagerai aussi sur Instagram, voilà, l'image de la couverture. Mais effectivement, c'est un très bon exemple d'artiste qui a réussi au final, malgré sa terrible souffrance, à exprimer en fait tout ce qu'elle ressentait. Et puis justement, ses peintures, c'est vraiment très saisissant parce que c'est tout par rapport à son corps. À son corps, oui. À comment elle se sent prisonnière, comment elle a mal, on ressent vraiment toutes ces souffrances. Elle exprime aussi beaucoup, si je ne m'abuse, ces fausses couches, ces nombreuses fausses couches qui ont été vraiment des épreuves terrifiantes, effrayantes pour elle, où elle avait la maîtrise de rien du tout sur son propre corps. Et je pense que de les mettre en toile, voilà quoi. Ça lui a fait vraiment... Je pense que ça lui a fait vraiment du bien, quoi. Et du coup, voilà, c'est pour ça qu'on disait qu'au final, il n'y a pas que des thérapeutes avec lesquels on discute comme ça, assis sur un fauteuil. Il y a vraiment l'art-thérapie. Ça existe vraiment. C'est vraiment quelque chose pour justement nous aider à nous exprimer et à faire ressortir certains, voilà, peut-être traumatismes ou certaines émotions, quoi. Donc, vraiment, peut-être, si vous avez besoin, tout d'un coup, vous ressentez le besoin de parler à quelqu'un, et essayez peut-être l'art-thérapie. Peut-être que vous serez surpris des résultats et voilà, comme on disait, il y a tellement d'arts différents, enfin tellement de formes que vous trouverez bien une forme d'art qui vous parle. Et de chemins possibles pour se sentir mieux, surtout. Bien sûr. Du coup, moi concernant mon parcours, à moi, il est un petit peu moins riche que le tien. Non, mais c'est vrai que moi, aussi, dès petite, j'ai toujours aimé dessiner. Je me souviens, je dessinais tout le temps. Et moi personnellement, je dessinais beaucoup des bouquets de fleurs. Et j'aimais bien dessiner aussi des chats. Alors, j'ai eu aussi dessiné des tigres et tout. J'aimais bien, en fait, prendre... Alors, des fois, ça sortait de mon imagination, mais des fois, j'aimais bien prendre des images et, en fait, simplement les recopier à la main à côté. Et puis en fait comme ça je me faisais un petit peu la main sur justement les ombres et tout ça. Je regardais un petit peu en fait copier un vrai dessin, ça me permettait d'être aussi plus satisfaite du résultat. Mais comme toi, après j'ai eu mes cours d'art visuel, c'était au collège, donc en fait ça correspond, pour ceux qui sont en France, on avait quel âge? C'était, je pense 16 ans, ouais, vers 16 ans, par là. Et puis du coup là, j'ai vraiment aussi... j'ai encore un carnet de dessins avec tous les dessins que je faisais. Et puis là, c'était vraiment plus de l'observation. Par exemple, on avait une pomme et il fallait vraiment la dessiner avec les ombres et tout ça. Donc ça permettait vraiment d'aller en profondeur dans l'observation, quoi, de l'objet, du fruit et de se rendre compte du jeu de lumière, pardon. Donc voilà. Et puis j'ai fait également du piano quand j'étais plus jeune. Mais voilà, malheureusement, alors autant j'adorerais savoir jouer vraiment du piano maintenant. Enfin, je pense que j'ai encore quelques bases, mais quand j'étais jeune, malheureusement, je pense que j'étais trop jeune pour vraiment m'intéresser à ça. Puis c'était mes parents qui m'avaient inscrite à des cours et je pense que malheureusement, voilà, j'étais pas trop dans le truc et ça m'intéressait pas. Ouais, voilà. J'ai fait peut-être une année puis j'ai arrêté et ensuite c'est mon frère qui a pris la relève. Alors mon frère joue très bien du piano. Mais voilà, aujourd'hui, j'ai envie de dire que je regrette un peu, mais en même temps j'étais si jeune à l'époque que de toute façon je pouvais pas me forcer à continuer parce que le but c'est pas de détester ce qu'on fait. Ça serait contre-productif. Oui, c'est ça, et au bout d'un moment c'est un peu ce qui m'arrivait. Mais aujourd'hui, si j'étais capable de reprendre des cours, je dirais oui. C'est ça en fait, les enfants et les adolescents, c'est vrai que c'est intéressant l'art pour eux, mais je pense qu'il faut qu'ils trouvent la forme d'art qui leur plaît sur le moment. Comme par exemple, moi j'adorais le dessin, puis c'était le dessin, moi je dessinais tout le temps. Après ça a été l'écriture, je me suis lancée, j'avais en tête de me lancer dans l'écriture d'un livre, donc j'ai un classeur rempli de feuilles, j'adorais faire des descriptions, d'ambiance, j'avais un peu cet univers fantastique dans ma tête et que je mettais sous forme de mots. Moi c'était vraiment l'écriture et le dessin qui me parlaient. Et c'est pour ça que
je pense qu'il faut vraiment laisser les enfants et les adolescents choisir la forme d'art qui leur parle et puis ensuite les inscrire voilà, dans un cours de dessin par exemple, et puis les laisser développer ce côté-là. C'est pas parce qu'un enfant il dit non mais moi je veux pas jouer au violon que ça veut dire qu'il aimera pas une autre forme d'art. Ou de musique. Ou de musique, voilà. oui. Je pense qu'il faut le laisser un petit peu tester des choses. Et c'est normal qu'au bout d'un moment, ils se disent oh non, j'ai plus envie. Ouais, puis que ça change, c'est une quête un peu. Voilà, c'est ça. Je vais faire un petit parallèle avec le tarot. Alors, c'est peut-être rien à voir, mais en fait, si. Parce que le tarot, il faut savoir qu'il y a tellement d'artistes qui ont illustré des cartes de tarot ou des cartes d'oracle. Donc, si vous êtes familier avec le tarot ou les oracles, ben vous voyez de quoi je veux parler. C'est magnifique, les artistes vraiment... c'est des petits tableaux miniatures en fait, c'est sous forme de cartes, mais ils veulent vraiment faire passer aussi beaucoup de choses, le symbolisme. Et en fait, je retrouve l'art sous forme justement de cartes à travers plusieurs artistes. Voilà, c'est... Comme quoi, il peut se retrouver partout. Hein. Donc, ouais, ça véhicule tellement de choses. Ouais. Est-ce que peut-être qu'on pourrait discuter un petit peu de nos artistes préférés ou de... Voilà, si on a des œuvres qui nous touchent particulièrement. Oui, alors un peu en vrac comme ça. Oui, ça sera un peu en vrac, effectivement. À chaud. Eh bien oui, c'est vrai que quand j'étais adolescente, on va dire que bien sûr, Léonard de Vinci, c'était mon idole. Que comme toi, je reproduisais aussi ces tableaux dans le sens où je copiais, je m'exerçais, j'essayais de comprendre un peu les proportions du visage, les ombres, tout ça. Et puis c'est vrai que c'est un artiste que j'adorais, que j'aime toujours, bien entendu. Déjà, il était gaucher, alors ça, un point commun, de plus. Je me prends pas pour Léonard de Vinci, on s'entend, mais voilà, on peut s'identifier, disons, d'une certaine manière. Et puis, oui, donc c'est vrai que c'est un artiste qui m'impressionnait, disons. Par la suite, il y a eu beaucoup d'autres choses, des ambiances, des courants. Oui, je pense notamment au courant de l'art romantique, disons, où la nature a une grande place, en fait, dans l'expression de l'art d'une manière générale, où les éléments sont souvent beaucoup en mouvement, c'est très dynamique, où en même temps ça représente l'immensité de l'univers, de la nature par rapport à l'humain. Et puis, soit on peut avoir le vertige face à ce genre d'œuvres, et en face de la nature, hein, tout simplement, ou alors se sentir faire partie intégrante de cela et se sentir aussi grand que le paysage qu'on a en face de nous. Du coup, là, je pourrais vous parler de Caspar David Friedrich, qui est un artiste de l'époque romantique allemande du début du 19e siècle, où, par exemple, avec Le moine à la mer, on voit une toute petite silhouette de dos en noir, vraiment à peine esquissée. Et puis face à lui, il y a, on va dire, une bande de mer, le ciel qui prend les 3/4 de la toile, et puis on est là, ouh. C'est vrai que du coup, on se sent un petit peu écrasé par ce ciel au final. C'est ça. Ouais, je trouve ça vraiment intéressant, et puis ça exprime beaucoup de choses. La nature, chez les romantiques, c'est souvent la représentation de ses propres humeurs, de l'intériorité du personnage. Moi, j'ai aussi un peintre qui rentre dans ce côté, dans le romantisme et un peu réalisme aussi. Donc, c'est Ivan Aivazovski, qui est un peintre russe d'origine arménienne. Et lui, il fait beaucoup de peintures qui représentent une mer agitée. Donc, on voit très souvent un bateau ou bien un petit canot au final, assez petit, sur ces grandes vagues assez violentes. Et il y a un superbe jeu de lumière. Enfin, il arrive à représenter la lumière. Alors même s'il y a un ciel orageux, des fois il arrive à faire, voilà, il y a les rayons du soleil qui passent à travers les nuages bien gris et qui se reflètent, qui se reflètent dans l'eau. Sur la surface. Exactement, puis ça fait que voilà, il y a des côtés où il y a l'eau qui est plus claire, et puis il y a une autre partie de la peinture qui est vraiment plus foncée, parce que il n'y a pas de lumière à cet endroit-là. Enfin, je mettrai des images pour représenter ce que je dis, mais c'est magnifique. On a l'impression que cette mer agitée est à l'intérieur de lui, puis que lui il est sur son petit bateau et qu'il sait pas trop comment naviguer sur tout ça, mais qu'il y a énormément de choses qui se passent et c'est beau quoi. Vraiment, c'est drôle parce que je suis aussi très sensible aux jeux
de la lumière, des ombres, des lumières. Et du coup, je pense aux peintures comme celle du Caravage ou de Rembrandt, où il y a énormément de contraste entre l'ombre et la lumière. Ouais. Et puis, au-delà de l'aspect technique qui est déjà tellement magnifique, il y a aussi tout l'aspect de ses propres parties d'ombre et de lumière. Après, bien sûr. C'est une interprétation, mais c'est... Ouais, qu'est-ce qu'on cache, qu'est-ce qu'on montre, tous ces jeux-là, ces frontières. Et puis, d'une manière peut-être plus contemporaine, il n'y a pas longtemps, j'ai découvert une artiste, parce que je trouve que c'est aussi important maintenant de mettre un peu les artistes femmes en avant, parce que ça n'a pas beaucoup été fait, je trouve, dans l'histoire de l'art en général. C'est pas qu'il n'y en avait pas, il y en avait peut-être moins parce qu'elles avaient moins la possibilité aussi de s'exprimer de cette manière, et puis souvent elles prenaient peut-être des pseudos d'hommes, c'est ça. Et voilà, elles étaient un peu effacées, peut-être derrière leur mari et lui-même artiste, ou alors voilà, il fallait pas trop dire que ces femmes-là peignaient et puis avaient quelque chose derrière le pinceau et la caboche, donc voilà. Bref, je trouve que c'est important de mettre aussi les femmes en avant. Enfin, voilà, toute la diversité en fait qu'on peut avoir. Et je voulais vous parler de Laure Prouveau, qui est une artiste française qui fait des installations plutôt. Alors ça va pas être de la peinture, mais ça va vraiment plutôt être des sortes de sculptures si vous voulez, des installations contemporaines. Elle va beaucoup jouer sur la poésie, avec aussi les jeux entre les photos, les mots, les sculptures, la féminité surtout, la représentation du corps ou des parties de corps de femmes. Et ce que je trouve intéressant aussi, c'est que dans l'histoire en général, la femme a été énormément décortiquée, représentée sous toutes les coutures, principalement par des hommes. Et puis on a le regard masculin posé sur nos corps à nous, mais nous, comment est-ce qu'on se réapproprie aussi notre propre regard sur nous, voilà. Et après on pourrait partir dans plein de choses, la beauté du corps, qu'est-ce que la beauté, qu'est-ce que la féminité, comment est-ce qu'on la représente, comment est-ce qu'on se la réapproprie, comment est-ce qu'on montre ça pour un public, voilà. Donc, moi je dirais que les peintures faites par les hommes qui représentent le corps des femmes, c'est plutôt des beaux corps, tu vois, ils sont vraiment très beaux et tout ça. Et après c'est vrai que souvent quand tu vois que c'est des femmes qui peignent, on voit plus les défauts, on voit plus justement le regard d'une femme qui est peut-être un peu plus dure avec elle-même. Et ça fait vraiment passer un petit peu ce message qu'au final, peut-être que nous on a un regard tellement dur sur nous-mêmes, mais aussi on montre que c'est pas parfait. C'est pas tout lisse, disons. C'est pas tout lisse, alors peut-être que peut-être que les hommes ont cette image, de quelques femmes qui ont l'air parfaites et tout ça, mais en fait que la réalité c'est que les corps ils ont toutes les formes, toutes les textures, enfin vraiment on voit la diversité en fait. Alors que c'est vrai que si ça vient d'un homme, c'est souvent très proportions parfaites ou quelque chose comme ça. Et puis c'est vrai on va avoir un archétype bien défini. Et exact. Puis on va oublier un peu ce qui existe la réalité, on va dire. Tu avais d'autres artistes que tu voulais ou d'autres courants qui te touchent particulièrement Non, mais du coup pour rebondir sur un homme qui dessine très souvent le corps des femmes, j'ai un peintre aquarelliste que j'aime beaucoup. Alors moi c'est pas vraiment pour les corps qu'il dessine, mais c'est plutôt justement pour le jeu des ombres et de la lumière, parce qu'il donne un côté très alors j'ai le mot en anglais, cosy mais très intimiste. Et en fait c'est donc Delphine Enjolras, je sais pas comment on prononce son nom de famille, Delphine Enjolras, voilà. Et donc c'est Delphine I-N, il n'y a pas de E, c'est vraiment un homme. Et voilà, donc du coup lui il fait un peu des peintures de style... Alors en fait on appelle ça l'art académique. Donc en fait je connaissais pas cette forme, je connaissais pas le terme, mais l'académisme il est caractérisé par un goût pour les thèmes historiques et pour l'orientalisme. Vous verrez sur YouTube les images, vous verrez un peu ce que je veux dire, mais c'est vrai qu'il représentait beaucoup justement des femmes en intérieur avec des lumières assez douces, très intimistes. Donc ça c'est typiquement un exemple d'homme qui peint des femmes, donc vraiment allez voir, c'est très très beau. Après
Après, pour les peintures, vu que bon, j'en ai plein, j'aime bien Gustave Klimt et tout ça, mais ce qui me parle aussi beaucoup, comme je disais avant, c'était la musique, particulièrement la musique, par exemple la musique de film. Comme je disais, ça me fait vraiment passer énormément d'émotions et j'ai plusieurs compositeurs que j'aime bien, dont Hans Zimmer, que tout le monde, je pense, connaît, qui a composé la plupart des musiques de films. Et autrement, j'ai aussi Rupert Gregson Williams, c'est aussi un compositeur de musique de film. Autrement, dans la musique contemporaine, il y a Ludovico Einaudi qui joue principalement du piano, qui fait vraiment de très belles pièces. Et voilà, c'est un peu les artistes qui me viennent en tête maintenant, mais il y en a plein d'autres. C'est sûr. C'est tellement vaste. Ah bah sinon j'ai évidemment la sculpture qui me parle énormément, que je trouve ça magnifique à quel point les artistes peuvent être aussi talentueux et aussi pour dessiner tous les détails en fait. Et il y a particulièrement, par exemple, la sculpture d'Antonio Canova qui s'appelle Psyché ranimée par le baiser de l'amour. Un long titre à rallonge, mais je vous mettrai aussi une image sur YouTube. On voit cette douceur quoi, de ce qu'il voulait faire passer. Voilà. Et il y a aussi Apollon et Daphné de Le Bernin. C'est vraiment voilà, deux sculptures que j'aime beaucoup. Je sais pas si toi, au niveau sculpture, t'en as... Bah, tu parles du Bernin, c'est un de mes sculpteurs préférés. Ah Et bah, j'aime énormément aussi Apollon et Daphné. Mais ce que je trouve aussi impressionnant, c'est dans le Rapt de Proserpine, où la façon dont il traduit dans la pierre les chairs, en fait, la peau de l'humain, enfin de ces deux corps-là qui sont... Enfin, ils s'enlacent, se touchent, quoi. Ils se touchent, quoi. Ils sont plus dans une lutte que dans un enlacement. Voilà. C'est ce qu'on appelle en histoire de l'art la morbidezza. C'est rendu de la chair, cette mollesse en fait, exprimée dans la peinture ou dans la sculpture. Quand tu te dis c'est de la pierre, mais en fait tu as l'impression d'y être, d'avoir de la peau sous tes yeux et puis d'avoir vraiment ces plis naturels en fait qui se forment. Vous irez voir tout cela en images. Mais c'est vrai que quand tu t'approches et puis que tu vois ça, tu te dis mais moi si je touche la statue, est-ce que ça va faire pareil? Voilà, tellement c'est vrai qu'on voit vraiment la pression des doigts sur la peau, c'est vraiment très très bien fait, effectivement. Et du coup, si ça te tente, on va gentiment conclure et donner nos derniers petits conseils ou dernières petites... voilà. Je sais pas toi, mais je pense que c'est important de finir en disant qu'il faut revoir l'image qu'on donne à l'art ou qu'on a et qu'on a effectivement, d'arrêter de voir ça un petit peu comme quelque chose d'élitiste ou seulement dédié ou compréhensible par certaines classes, on va dire, ou des gens qui ont fait des études et tout, et plutôt voir ça vraiment comme un apprentissage de soi et une manière d'apprendre à se découvrir, peut-être sous une autre forme. Vraiment, voilà, et l'utiliser pour s'évader, pour s'explorer. Pour aller au-delà de soi. Oui, se projeter. Donc voilà, puis au final, découvrir ses talents cachés. Aussi. Parce que si on n'essaye pas de dessiner, si on n'essaye pas de danser, de faire de la musique, et ben en fait on ne pourra jamais savoir si on est bon dans quelque chose ou qu'on a envie de développer cette capacité quoi. Et que l'art ou l'art-thérapie permet d'améliorer l'estime de soi, de développer l'imagination, de stimuler la créativité, mais aussi la curiosité, parce que justement en s'intéressant aux divers auteurs, aux divers artistes, eh bien, on élargit ses connaissances. Et grâce aux différents outils d'expression comme la peinture, le dessin, la musique, eh bien, la personne va en quelque sorte réaliser une projection d'elle-même sur son œuvre. Moi, je suis d'accord avec toi. Tu as tout à fait résumé la chose. Et puis, voilà, j'espère que ça aura peut-être titillé certaines personnes et que ça aura inspiré d'autres et que ça ouvre un petit peu perspective aussi. Je pense qu'on pourra mettre... donc en barre de description, je mettrai vraiment tous les liens vers les artistes qu'on aura mentionnés ou comme ça. Puis peut-être qu'on pourra mettre... alors surtout pour ceux qui habitent en Suisse, parce que nous on vient de Suisse, mais je sais qu'il y a beaucoup de Français qui nous écoutent et il y a aussi des gens du Canada. Donc ça les concernera moins, mais on pourra mettre aussi quelques musées qu'on aime bien un petit peu en barre de description, 2-3 liens, notamment... le musée d'art brut à Lausanne.
pour ceux qui connaissent pas. Et puis voilà, ça permettra de faire découvrir aussi peut-être des musiques que les gens ne connaissent pas. Ce qui est important, c'est le partage. Voilà, surtout ça, c'est le partage et voir ça vraiment comme une forme d'expression. Bon, en tout cas, merci Fanny d'être venue et d'avoir discuté de ce sujet avec moi. C'était un grand plaisir, merci à toi. Pour moi aussi, vraiment. Et puis, on te souhaite tout de bon dans ta carrière et dans la découverte d'autres formes d'art. Et puis à bientôt. À bientôt, merci. Vous pouvez retrouver Esprit Sérendipité sur Instagram. J'y partage des citations, des extraits d'épisodes et aussi des suggestions de lecture si jamais ça vous intéresse sur tous les sujets en fait que je traite dans ce podcast. Pour retrouver les anciens épisodes, vous pouvez les retrouver sur toutes les plateformes de podcast, mais aussi sur YouTube et Spotify. Si vous avez apprécié cet épisode, n'hésitez pas à mettre un petit like, ça fait toujours plaisir. Et sinon, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. D'ici là, prenez soin de vous et à bientôt.